8h34, l'invité du 6-9 ce matin, Emmanuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, élu dans les Bouches-du-Rhône. Monsieur Bompard, c'est la polémique du week-end. Elle concerne une proposition portée par votre camp, incarnée par Hugo Bernalicis. La proposition, c'est de ramener la condamnation d'apologie du terrorisme du droit pénal où elle se trouve dans son véhicule législatif originel, qui était un texte sur le droit de la presse qui date de la fin du 19e siècle. En fait, il y a le fond et il y a la forme. Je voudrais commencer, une fois n'est pas coutume, avec la forme. Vous saviez que ça allait faire une polémique, monsieur Bompard? Vous saviez que tout le monde allait réagir très vivement à cette idée? Non, moi je suis estomaqué, pour vous dire les choses franchement, par une forme de trumpisation du débat politique en France. Et parfois, je dois le dire, par la paresse intellectuelle d'une partie de la classe médiatique française qui, en quelque sorte, déforme le sens de notre proposition pour essayer de lui faire dire autre chose que le cœur de notre proposition. Donc, en quelques mots, je vais rappeler quel est le cœur de notre proposition. En 2014, il y a eu un changement de la loi, c'est-à-dire que ce délit d'apologie du terrorisme a été introduit dans le code pénal. Depuis lors, un certain nombre de personnalités, un certain nombre d'autorités morales, un certain nombre de comités internationaux, le comité des droits de l'homme de l'ONU, l'ancien défenseur des droits, monsieur Toubon, l'ancien juge antiterroriste, monsieur Trévidic, disent il y a un problème, il y a des dérives sur le fait que depuis que ce délit d'apologie du terrorisme a été mis dans le code pénal, il y a des gens qui sont poursuivis, qui sont convoqués devant la police pour des faits qu'on ne peut pas considérer comme étant des faits d'apologie du terrorisme. Et donc la proposition que nous faisons, elle est simple. Nous suivons par là même les recommandations qui ont été faites par exemple par le comité des droits de l'homme de l'ONU. On le ramène dans le droit de la presse. Alors quand on dit le droit de la presse, les gens croient que ça ne concerne que les journalistes. Non, le droit de la presse, ça concerne toutes les formes de communication publique. J'ai entendu, sur la base de cette proposition, des responsables politiques comme monsieur Retailleau. Attendez, on va l'écouter. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, voilà comment il réagit. Il est innommable. Là, une limite a été dépassée, que jamais on n'aurait pensé qu'elle pût être dépassée. Le terrorisme islamiste a fait, depuis plus de 10 ans, 273 morts, des centaines de blessés. J'appelle ceux qui ont encore une conscience politique, ceux qui tiennent à la République, je les appelle à se dissocier définitivement des insoumis. C'est innommable. Ce qui est innommable, je vais vous dire ce qui est innommable. Ce qui est innommable, c'est d'instrumentaliser la douleur de familles de victimes d'actes terroristes pour essayer de faire croire que la proposition que nous faisons aurait quelque rapport que ce soit avec la commission d'actes terroristes en France. C'est juste scandaleux de dire ça. C'est une forme de trumpisme qui est tout simplement insupportable. Attendez, je vais vous laisser poser votre question, mais je veux juste dire quelque chose. J'ai entendu des gens dire les insoumis veulent que dorénavant on puisse faire l'apologie du terrorisme en France. Vous savez quelles sont les peines encourues dans le droit de la presse pour des délits d'apologie de crime de manière générale? 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc personne n'a proposé qu'on puisse faire l'apologie du terrorisme en France sans mais ça arrive dans le débat à un moment, vous le savez, très particulier. On est peu de temps après les commémorations du 13 novembre. On arrive aux commémorations des 10 ans de Charlie. Est-ce que c'était vraiment une urgence de pousser ce sujet au mois de novembre 2024, alors qu'on est en plein milieu d'une crise politique? Vous avez des soucis d'ailleurs sur ce sujet-là avec le reste du nouveau Front populaire. C'était quoi le but de faire ça maintenant? Mais la question c'est, est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste? Vous pouvez considérer que ça n'a pas de caractère d'urgence. Vous pouvez considérer que ça n'a pas de caractère d'urgence, mais cette année, vous avez des dizaines de personnes, des syndicalistes, des personnalités associatives. Dont des personnalités de la France Insoumise. D'ailleurs, ce qui posait la question, est-ce que c'est une proposition de loi pour la France Insoumise ou pour l'ensemble des Français? Je suis en train de vous parler de dizaines de personnes, dont des syndicalistes, des militants associatifs, des militants écologistes. Attendez, quand vous avez un professeur d'université à Poitiers qui a été convoqué au commissariat sur ce fameux délit d'apologie du terrorisme, qui a passé 8 heures en audition au commissariat, pour qu'à l'issue de son audition, le procureur de la République dise non, il n'y a pas lieu de poursuivre cette personne pour apologie du terrorisme. Vous regarderez, mais le procureur de la République a dit il n'y a pas lieu de poursuivre cette personne pour apologie du terrorisme. Vous savez ce qu'il avait dit? Il avait tenu des propos devant ses élèves pour essayer d'expliquer la situation au prochain. Après, des gens, pour le coup, on ne peut pas faire de généralité là-dessus, monsieur Bompard, pour une raison simple, c'est que tous les jours, les enquêteurs de police judiciaire convoquent des gens et tous les jours, et bien heureusement, des gens sortent libres sans que des charges soient retenues contre eux. Évidemment, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, si nous proposons de ramener ce délit dans le droit de la presse, c'est pour qu'il y ait des garde-fous, pour qu'une personne
parce qu'il fait l'objet d'une dénonciation où on lui dit il a tenu des propos qui sont l'apologie du terrorisme, ne passe pas 8 heures en audition au commissariat devant des enquêteurs de la police judiciaire pour qu'on dise non, finalement c'est pas vrai, les propos qui ont été tenus ne sont pas une forme d'apologie du terrorisme. Mais ça a été le cas de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI. Et c'est pas plus acceptable. Ça a été le cas de Rima Hassan. On a l'impression que c'est une proposition de loi pour vous. Vous n'avez pas l'impression, ça c'est la malhonnêteté d'un certain nombre d'observateurs. Non, c'est une question que je vous pose, c'est pas de la malhonnêteté, je vous pose la question. Je suis en train de vous répondre en vous prenant précisément le cas de personnes qui ne sont pas membres de la France Insoumise. Maintenant, je ne vais pas esquiver votre question. Si vous considérez légitime et normal qu'une présidente de groupe parlementaire dans la démocratie française puisse être convoquée devant la police en raison d'un communiqué et d'une opinion politique qui a été exprimée, personnellement, ça me pose problème. Et personnellement, je considère que notre démocratie, elle ne doit pas fonctionner comme ça. Voilà, tout simplement. Alors justement, dans un instant, monsieur Bompard. Et je trouve que la manière avec laquelle monsieur Retailleau joue le Trumpiste en chef est particulièrement inacceptable. Le fonctionnement de la démocratie avec la niche parlementaire sur l'abrogation de la loi sur les retraites, on va y revenir dans un instant, et puis la censure ou pas du gouvernement. Reste avec nous, Manuel Bompard est notre invité ce matin. Monsieur Bompard, on a vu les images il y a quelques instants de Marine Le Pen qui est arrivée à Matignon pour échanger avec Michel Barnier. Tout le monde dit que c'est elle qui a la clé de la censure entre les mains et que c'est elle qui va décider ou non de faire partir ce gouvernement et donc de voter avec vous. Non, d'abord c'est Michel Barnier qui a la clé de savoir si il s'entête à vouloir passer en force un budget qu'il a proposé et qui est un budget qui se traduira par des baisses de pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français, par des coupes dans un certain nombre de budgets des ministères, par la suppression de 4000 postes d'enseignants, par l'augmentation du prix de l'électricité ou des taxes sur l'électricité, par le report de la revalorisation. Donc vous dites à Marine Le Pen, allez-y, appuyez sur le bouton. Ça dépend pour qui, d'ailleurs. Donc vous dites à Marine Le Pen, allez-y, appuyez. Non, d'abord je dis à Marine Le Pen, sortez de votre hypocrisie, parce que si Michel Barnier a pu déposer et défendre ce budget, c'est parce qu'il a pu être Premier ministre. Et s'il a été Premier ministre, c'est parce que Mme Le Pen l'a laissé s'installer à la fonction de Premier ministre, puisqu'elle a refusé de voter la censure. Que si aujourd'hui Emmanuel Macron continue de faire autant de mal à notre pays, c'est parce que Mme Le Pen a refusé qu'on puisse discuter à l'Assemblée nationale de sa destitution. Ça, c'est la réalité de ce qu'il s'est passé pour l'instant. Pour le reste, moi, je dis une chose très simple. On avait modifié en profondeur à l'Assemblée nationale le budget de Michel Barnier pour en faire un budget qui soit plus juste socialement, plus efficace économiquement. Monsieur Barnier a décidé de le rejeter. Donc, s'il s'entête... Non, le budget a été rejeté à l'Assemblée. Le budget de l'État a été rejeté par Mme Le Pen et par les macronistes. C'est ça qui s'est passé à l'issue d'un examen budgétaire dans lequel on avait fait adopter un certain nombre d'amendements qui permettaient d'en modifier en profondeur la logique. Quand le texte a été voté, le texte final n'a pas été adopté à l'Assemblée. Si vous voulez, on rentrera dans les détails. Le vote sur les recettes a été rejeté, effectivement, parce que les députés macronistes et les députés du Rassemblement national se sont alliés pour le rejeter. Donc je trouve qu'il y a une hypocrisie, si vous voulez, dans la démarche de Mme Le Pen, puisque Mme Le Pen avait le choix, par exemple, soit on mettait à contribution, comme on l'a proposé, les 147 milliardaires, soit on augmentait la facture d'électricité. Elle a préféré la copie dans laquelle on augmente la facture d'électricité. 147 milliardaires en France. C'est la taxe sur les 2% sur le patrimoine des milliardaires. Non, mais ce n'est pas des personnes physiques. Il n'y a pas 147 milliardaires en France. Moi, j'ai juste une question sur 20 milliards. 20 milliards, à ce stade, c'est la fiscalité additionnelle qui pèserait sur les entreprises, cotisations, charges. On a calculé que ça faisait l'équivalent de 400 000 emplois bruts chargés. Vous ne trouvez pas que c'est déjà lourd à porter, ça, non ? Compte tenu de la situation de l'emploi, compte tenu de la compétition internationale. Monsieur, prenons un exemple, si vous voulez. Oui. Nous avons proposé dans le débat budgétaire ce qu'on appelle la taxe Zuckman pour faire en sorte que les entreprises payent leurs impôts en France. Oui. Ça rapporte 26 milliards d'euros. Est-ce que vous trouvez ça illégitime de demander une chose très simple ? C'est qu'en fonction du chiffre d'affaires en France... Vous pensez à qui ? Ah oui, en fonction du chiffre, mais c'est déjà le cas, c'est la loi. Non, pas du tout. Ah si, c'est la règle. Mais attendez, je vous le garantis. Vous savez comme moi qu'il existe aujourd'hui des formes d'évasion fiscale et d'optimisation fiscale qui consistent par exemple à mettre une holding ou une entreprise... C'est la question des prix de transfert que vous évoquez. Exactement. Oui, mais... Voilà. Est-ce que vous trouvez ça illégitime de demander à ce que les entreprises payent leurs impôts en France en fonction du bénéfice réalisé réellement en France ? LVMH fait 10%. Non mais répondez à ma question, vous trouvez ça illégitime ? Je vous réponds à travers 2 chiffres. LVMH fait 10% de son activité en France, mais il paye 40% de ses impôts.
Vous trouvez que c'est pas suffisant? Mais c'est pas le sujet, puisque en l'occurrence, c'est pas de ces entreprises-là dont je vous parle. Je vous parle des entreprises qui font, par exemple, 40% de leur chiffre d'affaires en France, mais qui ne payent que 10%, par exemple, de leur impôt en France, puisqu'ils utilisent cette technique de prix de transfert pour transférer une partie de leur chiffre d'affaires dans des entreprises qui sont basées dans des paradis. Monsieur Bompard. Non, mais je vous donne juste un exemple. Ça rapporte 25 milliards d'euros. Vous trouvez pas que c'est une bonne idée? Monsieur Bompard, je voudrais pour terminer revenir à ce qui va se passer là à l'Assemblée nationale. Oui. Niche parlementaire, c'est-à-dire que c'est l'occasion pour les groupes d'opposition de déposer des propositions de loi. Vous allez proposer l'abrogation de la loi de retraite. Elle pourrait être votée. Elle a été votée en commission, en tout cas. Le Rassemblement national pourrait voter avec vous, la loi pourrait tomber, sauf que les textes doivent être votés avant minuit. Oui. Je précise ça pour nos téléspectateurs parce que ça éclaire tout ce qui suit. François Bayrou dit... Il faut que nous fassions obstruction. Il faut que nous déposions des amendements pour que ça n'aille pas au bout et que le texte ne soit pas voté. En fait, il vous rend un peu la monnaie de votre pièce sur le texte original? Non, attendez. D'abord, François Bayrou est président d'un parti qui s'appelle le Mouvement démocrate, normalement. Donc, quand on est démocrate, on permet à l'Assemblée nationale de voter sur un sujet aussi important que l'abrogation de la réforme des retraites. Pour le reste, si vous voulez qu'on fasse la comparaison avec la discussion qui a eu lieu sur la réforme des retraites l'année dernière à l'Assemblée nationale, il y avait 2 semaines de débat, puisque c'est le gouvernement qui décidait de l'ordre du jour. Là, en l'occurrence, on est dans le cadre d'une niche parlementaire, c'est-à-dire à une journée de débat. Moi, je vous le dis franchement, si les parlementaires macronistes décident de faire de l'obstruction pour empêcher l'Assemblée nationale de voter, alors que tout le monde sait qu'il y a une majorité aujourd'hui pour abroger la réforme des retraites, alors ça sera un déni de démocratie et un coup de force tout à fait insupportable et inacceptable. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur